Bonsoir tout le monde. Ici c'est Otman de D-App Coding et c'est un plaisir de vous revoir. Vous regardez en ce moment la chaîne D-App Coding, la première chaîne dans le monde francophone qui détaille la technologie blockchain, les techniques de la blockchain, qu'est-ce qu'une blockchain et les langages utilisés pour monter des applications décentralisées sur la blockchain. Alors si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne, je vous invite dans l'immédiat à cliquer sur le bouton s'abonner, activer la petite cloche et laisser un pouce bleu dans l'air. Comme ça, vous aurez mon contenu en toute exclusivité et en premier sur cette plateforme. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer la série de l'introduction au Bitcoin et nous allons parler d'un concept très important sur l'écosystème qui est le mempool. Pardon. Je suis un peu enrhumé. Alors si vous googlez mempool, vous allez trouver cette page et vous venez sur ce site-là et si vous allez dessus, vous allez voir que basiquement, vous avez un graphe qui décrit combien de transactions sont maintenant non confirmées et quels frais ils ont. Et si vous ne savez pas vraiment ce qu'un mempool c'est, vous ne pourriez pas lire et comprendre ce graphe. Et ce graphe est énormément partagé dans la communauté quand on parle de solutions pour agrandir la technologie ou quand on parle de Bitcoin sur les réseaux sociaux. Et sans vraiment comprendre le concept de mempool, vous n'allez pas pouvoir comprendre la différence entre ces couleurs. Vous ne pourriez pas participer à des débats, à discuter avec d'autres personnes. Et vous ne pourriez pas aussi suivre les informations et les trends sur les transactions de blockchain. Donc globalement, vous n'aurez pas la compréhension complète concernant cet écosystème qui organise la crypto-monnaie et qui organise le Bitcoin. Donc c'est très important de comprendre le mempool. Donc c'est très bien que vous soyez là aujourd'hui pour pouvoir détailler ce point précis. Alors, démarrons maintenant. Quand nous avons un portefeuille qui envoie une transaction, rappelez-vous qu'on a les nodes qui participent dans le réseau et cette transaction va arriver sur ces nœuds tôt ou tard. Alors, si on révise rapidement ce qu'on a vu plus tôt, ça c'est nous et c'est notre nœud, c'est notre petit ordinateur et on a un nœud complet. Donc, notre portefeuille, il va initier une transaction. Voilà. Et cette transaction, on a vu qu'il y avait des entrées et des sorties. Et notre portefeuille va lire la blockchain pour voir quel UTXO il peut utiliser sur les entrées de cette transaction. Ensuite, il va pousser cette transaction sur les différentes nodes. Et ces nodes vont envoyer cela ailleurs. Et ce mineur va choisir cette transaction. Et quand un mineur va le faire, cette transaction va passer au statut inconfirmé. Ça va être stocké sur un endroit spécifique. Et cet endroit, c'est le mempool. C'est des structures de data que chaque nœud possède. Pardon. Donc chaque nœud possède une copie des transactions inconfirmées. Et ça, c'est ce qu'on appelle un mempool. Et quand on affiche notre transaction, ce nœud, par exemple, ce nœud-là va vérifier notre transaction, comme quoi cette transaction, elle fait du sens, et cette transaction va rentrer dans le mempool de ce nœud. Voilà.
Tac. Alors, je vais ouvrir la parenthèse ici. Donc, vous êtes là. Vous initiez, grâce à votre portefeuille, une nouvelle transaction. Cette transaction va consulter la blockchain et donc va aller communiquer avec ce nœud, ici. Ce nœud, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre votre transaction et va la stocker dans une zone, un coin, qui s'appelle le mempool. Et ce coin-là, c'est un parking temporaire de transactions qui ne sont pas encore confirmées. Et donc, si on commence ici, la transaction va ici, ça va rentrer dans la mempool. Ensuite, la transaction va aller ici aussi. Celui-là, il va la rentrer dans la mempool. Donc, chaque nœud va rentrer notre transaction dans son mempool ou dans son parking temporaire. Maintenant, le mempool, c'est toutes ces transactions qui sont inconfirmées et qui sont logiques dans ce nœud. Ici, par exemple, il y a un mempool. Ça pourrait être différent du mempool ici. Pourquoi? Parce qu'une transaction ici est arrivée ici et a été enregistrée dans ce mempool, mais pas ici. Voilà, le mempool, il peut être différent d'un nœud à l'autre. Pourquoi? Parce que votre transaction, elle est lâchée, poussée dans le réseau et va croiser le premier parking devant elle. Donc, elle va venir ici, tac, elle va trouver ce mempool et va être enregistrée ou elle va stationner dans ce mempool en attendant. Alors, je ne vous dis pas en attendant quoi pour le moment. On va se contenter de cette étape. Et donc, le parking de ce nœud-là, il a des transactions qui pourraient être différentes du parking de ce nœud-là. Ça veut dire que dans d'autres termes, cet ordinateur ici, il a enregistré des transactions non confirmées qui sont différentes des transactions non confirmées que ce nœud a enregistrées. Et c'est tout à fait normal parce qu'on est dans un concept de réseau. Rappelez-vous, c'est comme un réseau autoroutier ou un réseau de route où vous allez stationner dans le parking le plus proche de vous. Donc c'est pareil pour une transaction, elle va être enregistrée dans le même pool du nœud le plus proche d'elle. Donc c'est tout à fait normal que tous les mempools ne soient pas similaires. Tout n'est pas identique sur ce réseau, mais tôt ou tard, les transactions vont être propagées sur les nœuds et sur la blockchain. Et tous les nœuds auront la même copie de la blockchain. Donc quand un mineur ici, donc ça c'est un mineur, ce gars-là, il construit un bloc et il va demander au node. Il va demander à celui-là. Il va dire, est-ce que tu peux me filer toutes les transactions sur ton mempool? Et le mempool va dire, voilà les transactions non confirmées. Et le mineur, il peut aussi vérifier dans son mempool. Parce que le mineur, c'est une node. Donc, ce mineur-là, ici en rouge, quand il est en train de construire son bloc et d'enregistrer les transactions dessus pour les traiter, parce que rappelez-vous, les nœuds, ce sont des ordinateurs qui visualisent les transactions et qui valident la logique d'une transaction. Mais ce ne sont pas des nœuds qui traitent les transactions. Les personnes, les serveurs, les centres ou les ordinateurs qui traitent les transactions, ce sont ce qu'on appelle les mineurs. Donc, ce gars-là, il a un mempool également. Un mineur, il a également une liste de transactions inconfirmées. Donc, il va regarder ce qu'il y a dedans. Il va dire, ah, est-ce qu'il y a quelqu'un sur mon parking? Si c'est oui,
il va traiter ces transactions-là. Si c'est non, il va consulter un nœud. Il va discuter avec ce nœud. Il va lui dire dis-moi s'il te plaît, est-ce que tu as quelqu'un sur ton parking? Est-ce que tu as des transactions non confirmées? Et nous, vu que nous sommes là, rappelez-vous, c'est notre transaction. Ça, c'est une transaction. Elle a voyagé vers ce nœud. Elle a été enregistrée dans le même pool de ce nœud. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement se diriger vers notre mineur pour qu'il la traite. Parce que rappelez-vous, la transaction au début, elle est acceptée, validée logiquement par les nœuds. C'est les nœuds qui s'occupent de dire il y a assez de fonds pour que Monsieur Nicolas envoie un bitcoin, il raconte pas n'importe quoi. Ensuite, quand la logique elle est validée, cette transaction va faire la queue et attendre jusqu'à ce qu'elle ait donc le moment où elle est traitée par un vrai mineur. Un mineur ou un nœud qui a cette possibilité de traiter les transactions. Alors, voilà, donc le mineur peut demander à un mempool différent ou alors il peut checker son propre mempool. Et toutes ces transactions, donc le mineur va choisir les transactions de son mempool et nous, la nôtre, elle est dedans. Elle est ici. Voilà, donc c'est une transaction qui est venue d'ailleurs. Alors, le mineur, il va prendre la transaction avec les meilleurs frais. Les mineurs sont des gens financièrement motivés qui veulent faire de l'argent. Donc, ils vont choisir les transactions les plus profitables pour eux dans leur mempool. Et ils vont intégrer les plus profitables dans leur bloc. Voilà. Et donc, ils vont traiter notre transaction qui a été rentrée dans le bloc. Donc, si vous voulez que votre transaction soit traitée rapidement, il faudrait que vous définissiez des frais de transaction très élevés. Et vous serez prioritaire dans le réseau quand un mineur va récupérer votre transaction sur un mempool différent ou sur son propre mempool. Voilà pourquoi vous avez une compétition entre mineurs. C'est un marché de frais. Marché de frais. Donc après, ce qui se passe, le mineur prend notre transaction, l'intègre dans le bloc et il va pousser ce bloc dans la blockchain. Et donc après, notre transaction passera au statut confirmé. Après, on verra ce que c'est que statut confirmé. Mais pour le moment, on va dire que quand un bloc il est rentré dans la blockchain, toutes les transactions dans le bloc sont confirmées avec un statut confirmé. Voilà ce que c'est qu'un mempool. Alors quand vous voyez des graphes comme ça, vous voyez ici l'axe de temps et vous voyez toutes les transactions ici avec des couleurs différentes qui spécifient les frais. Chaque couleur est là son frais et les frais sont dénominés par les Satoshi. Satoshi par bit qui transite. C'est pourquoi ce système est très différent du système financier traditionnel. Parce que normalement, vous payez 0,5% pour transiter vos euros ou vos dollars. Donc, plus vous transactez des fonds et plus vos frais s'élèvent. Mais chez nous, dans la blockchain, vous avez des Satoshi par bit. Ça veut dire que plus votre transaction elle est grande en langage binaire et plus les frais sont élevés. Mais si vous pouvez construire des transactions très petites et qui transmettent
par exemple 1 milliard de dollars, cette transaction peut être moins chère à transporter qu'une large transaction. Voilà. Dans le Bitcoin, on paye par bit transmise. Euh, je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. Ce modèle-là, c'est le cœur des transactions financières dans la blockchain. Ça veut dire que au lieu qu'on mette en place un système très rémunérateur pour les gens qui réalisent les transactions, on va plutôt privilégier les gens qui souhaitent faire les transactions. Ça veut dire les clients. Donc, si vous envoyez 1 milliard de dollars avec une transaction compacte, vous allez payer quasiment les mêmes frais que si vous transactez, je sais pas, 5000 euros, 4000, 3000 euros. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un pourcentage sur les frais de transaction. Les frais de transaction, c'est pas pareil que sur PayPal ou sur une autre plateforme où vous envoyez de l'argent à une personne A à une personne B. Dans la blockchain, on va jauger les frais. Donc Satoshi, c'est la division du Bitcoin. On parlera de ça un autre jour. Parce qu'un Bitcoin, c'est des fractions et des fractions de Satoshi. C'est un peu l'équivalent des centimes pour l'euro, le dollar, ce que vous voulez. Et on parle de notion de bits. Donc les 0 et les 1, c'est des bits, c'est des datas qui sont transmises sur le réseau d'un ordinateur vers l'autre. Alors, c'est une notion très très importante. Quelque chose de différent, de très important, c'est pourquoi certaines transactions sont plus grandes que d'autres. Si votre transaction est très simple, elle sera plus petite. Si vous avez une transaction avec une entrée et par exemple 10 000 bitcoins, quelques millions de dollars, voilà. Donc ça c'est votre transaction et vous avez une sortie. Les frais pour cette transaction sont alors c'est 0,001 quelque chose. Voilà. Voilà, c'est pour vous dire que cette transaction ici est moins chère qu'une transaction comme ça avec plusieurs entrées. Sorties. Et c'est des fractions quoi. Avec des valeurs très très petites comme 0,0001 bitcoin, 0,03 bitcoin. Ça rend l'exercice très difficile pour représenter cela de manière binaire. C'est pas difficile, mais vous avez besoin de plus d'espace et plus d'espace de stockage. On verra ça dans les sessions de minage. Et ça va dépenser plus d'espace dans le bloc. Vous savez que les mineurs veulent faire de l'argent et chaque bloc, il a une taille spécifique. Donc, ils ne peuvent pas inscrire ou privilégier des transactions complexes avec plusieurs entrées et plusieurs sorties. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font attention au Satoshi par bit. Par bit, pardon. Combien de Satoshi ils peuvent gagner par bit transmis. Et c'est très important à comprendre à ce niveau. C'est que ils s'en foutent en fait combien vous transmettez les mineurs. Les mineurs, ce qui est important pour eux, c'est combien d'espace vous occupez quand vous réalisez vos transactions. C'est pour vulgariser, c'est pour cela que je vous dis que des fois, ça revient moins cher d'envoyer 1 milliard de dollars entre une personne A et une personne B, plutôt que d'envoyer 10 euros entre 10 personnes à l'entrée et 20 personnes à la sortie. Parce que ça va prendre plus d'espace, ça va nécessiter plus d'écriture, plus de lignes, plus de data, plus de bits à transmettre. Et donc, ça va rendre l'exercice plus complexe pour les mineurs qui vont donc choisir les transactions les plus faciles et les plus juteuses pour eux.
Voilà, donc ils vont prendre votre transaction qui est profitable pour eux et défavoriser la transaction qui est complexe avec des entrées et des sorties. Voilà comment ça marche dans le mempool. J'espère que vous avez appris ce que c'est qu'un mempool. Ici, vous pouvez voir que un mempool, ben, il augmente, il descend. Chaque 10 minutes, on a un changement d'état. Alors, pourquoi 10 minutes? C'est parce que des nouveaux blocs sont produits chaque 10 minutes. Rappelez-vous que chaque nœud possède sa copie de mempool. Euh, Dès lors que les transactions quittent le mempool et reviennent sur un nouveau mempool, il y a une nouvelle copie qui est générée et qui est intégrée sur chaque nœud. Voilà. Vous savez que les blocs sont produits avec une intervalle de 10 minutes, mais on n'a pas encore discuté cela. Donc c'est normal si c'est difficile maintenant. Les blocs viennent avec une fréquence de 10 minutes. C'est une organisation qui est faite. Donc chaque 10 minutes, les mêmes poules réduisent de taille et des transactions partent d'un même pool vers l'autre. Voilà, c'est comme ça que c'est organisé dans la blockchain. Donc ça permet d'avoir ces déviations toutes les 10 minutes avec un état de mempool différent. Un mempool avec des transactions différentes, avec des frais différents, etc. Donc c'est une fraîcheur, une actualisation qui se met en place. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette session. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur le concept d'aujourd'hui, les mempools Bitcoin et blockchain. Et donc, si vous avez raté le début de cette série, je vous invite maintenant à cliquer sur la liste qui va s'afficher. Et donc, si vous aimez ce type de contenu et que vous souhaitez découvrir la suite et donc regarder quels sont ces composants de l'écosystème blockchain et Bitcoin qui font tourner cette machine de guerre et cette machine financière qui est en train de révolutionner le monde littéralement de la finance, je vous invite maintenant à vous abonner en bas, à cliquer sur la petite cloche pour obtenir mon contenu de façon exclusive et directe sur votre compte YouTube. C'était Othman de The App Coding. On se voit sur la prochaine session et je me déconnecte.